Bonjour et bienvenue une nouvelle fois, mon Dieu, j'ai oublié le micro, une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue sous l'autorité des êtres humains, sous notre énergie, évolue vers son ultime perfection. Nous construisons le paradis pour nos futurs descendants, une forme de paradis. Alors, qu'est-ce que sera ce paradis? Il est difficile de pouvoir l'imaginer, mais en tout cas, dans les grandes lignes, on peut penser qu'on peut déterminer euh, qu'il ressemblera déjà, que l'humanité sera unifiée, qu'elle sera en paix, qu'elle aura atteint la paix absolue, qu'elle aura atteint la fraternité absolue, le fait de se sentir entièrement fraternels tous, qu'elle aura dépassé toutes ces pathologies, qu'elle aura réglé toutes ces pathologies, qu'elle se sera soignée en quelque sorte. Tout ça, c'est à notre portée et on sent que c'est de plus en plus à notre portée. Euh, je vous renvoie à l'écoute des autres podcasts pour en acquérir la conviction. Là, je travaille sur le Ainsi parler Zarathustra à partir de cette lecture, de cette écoute, de l'écoute sur le site Littérature Audio, que je vous recommande chaleureusement. Voilà. Et donc, là, donc je relance l'écoute, c'est la 25e vidéo. Je vais faire la totalité du Zarathustra comme ça. Alors, il y a des vidéos qui sont plus ou moins, voilà, on pourrait dire, bien, qui sont de meilleure qualité que d'autres. Voilà, c'est très long, mais l'idée, c'est de pouvoir conserver cette réflexion pour en faire quelque chose peut-être plus tard, parce qu'évidemment, on ne peut pas écouter il va y avoir peut-être 60, 50 ou 60 vidéos pour finir la totalité du Zarathustra. Là, j'en suis peut-être à un tiers, à vrai dire. Voilà, alors donc je lance le Zarathustra et je commente et je digresse. Voilà, allons-y. Des hommes sublimes. Il y a une mer en moi, son fond est tranquille. Qui donc devinerait qu'il cache des monstres plaisants? Inébranlable est ma profondeur, mais elle brille d'énigmes et d'éclats de rire. J'ai vu aujourd'hui un homme sublime, un homme solennel, un expiateur de l'esprit. Comme mon âme s'érit de sa laideur, la poitrine en avant, semblable à ceux qui aspirent, il demeurait silencieux, l'homme sublime. Orné d'horribles vérités, son butin de chasse, et riche de vêtements déchirés, il y avait aussi sur lui beaucoup d'épines, mais je ne vis point de roses. Il n'a pas encore appris le rire et la beauté. Avec un air sombre, ce chasseur est revenu de la forêt de la connaissance. Il est rentré de la lutte avec des bêtes sauvages, mais son air sérieux reflète encore la bête sauvage, une bête insurmontée. Il demeure là, comme un tigre qui veut faire un bond. Alors on pourrait imaginer, c'est une interprétation atypique, qu'il parle peut-être d'un intellectuel, de quelqu'un qui est sérieux et qui cherche les honneurs, comme dans la position du tigre qui attend et qui est là et qui n'a pas dépassé ce que Nietzsche pense qu'il est important de dépasser, de sortir du lion en sorte ou du tigre pour devenir l'enfant riant, heureux, etc., qui dédramatise
et qui ne se prend plus au sérieux parce qu'il a compris à quel point le, la vanité, l'orgueil, le sentiment de supériorité, tout ça, c'est au-dessus. Alors, je ne sais pas quel est son point de vue sur le sentiment de supériorité. On essaiera de le décréter parce que par, de façon instinctive, on a l'impression que Nietzsche, au contraire, il fait des marques entre les êtres humains. Mais je pense que c'est peut-être pas véritablement le fond de sa pensée. Il faudra bien creuser ça. Mais je n'aime pas les âmes tendues comme la sienne. Leur réticence me déplaise. Et vous me dites, ami, que des goûts et des couleurs, il ne faut pas discuter. Mais toute vie est lutte pour les goûts et les couleurs. Le goût, c'est à la fois le poids, la balance et le peseur. Et malheur à toute chose vivante qui voudrait vivre sans la lutte à cause des poids, des balances et des peseurs. S'il se fatiguait de sa sublimité, cet homme sublime, c'est alors seulement que commencerait sa beauté. Et c'est alors seulement que je voudrais le goûter, que je lui trouverai du goût. Ce ne sera que lorsqu'il se détournera de lui-même, qu'il sautera par-dessus son ombre. Et en vérité, ce sera dans son soleil. Trop longtemps il était assis à l'ombre. L'expiateur de l'esprit a vu pâlir ses joues, et l'attente l'a presque fait mourir de faim. Qu'il sautera par-dessus son ombre, voilà, c'est pour atteindre justement le soleil derrière, et la joie, la simplicité, etc. Il y a encore du mépris dans ses yeux, et le dégoût se cache sur ses lèvres. Il est vrai qu'il repose maintenant, mais son repos ne s'est pas encore étendu au soleil. Voilà, il y a encore du mépris dans ses yeux. Et donc le mépris n'est pas quelque chose que Nietzsche accepte pour le surhomme. Il faut dépasser le mépris aussi. Donc à quoi peut ressembler un être humain qui a dépassé aussi le mépris, qui a dépassé un peu toutes ces pesanteurs humaines? Il devrait faire comme le taureau, et son bonheur devrait sentir la terre, et non le mépris de la terre. Je voudrais le voir semblable à un taureau blanc qui souffle et mugit devant la charrue. Et son mugissement devrait chanter la louange de tout ce qui est terrestre. Son visage est obscur. L'ombre de la main se joue. La louange de ce qui est terrestre. Mugir devant la charrue, ne plus être tiré le poids comme le chameau, en fait, et faire la louange de tout ce qui est terrestre. Donc, accepter cette vie, et je pense que l'humanité aboutie reviendra à cette fusion avec la nature, avec le terrestre, à être en harmonie absolue avec ce paradis qu'est la terre en réalité. Sur son visage, son regard est encore dans l'ombre. Son action elle-même n'est encore qu'une ombre projetée sur lui. La main n'obscurcit celui qui agit. Il n'a pas encore surmonté son acte. Je goûte beaucoup chez lui l'échine du taureau, mais maintenant j'aimerais voir aussi le regard de l'ange. Il faut aussi qu'il désapprenne sa volonté de héros. Je veux qu'il soit un homme élevé et non pas seulement un homme sublime. L'éther à lui seul devrait le soulever, cet homme sans volonté. Il a vaincu des monstres, il a deviné des énigmes, mais il lui faudrait sauver aussi ces monstres et ces énigmes. Il lui faudrait les transformer en enfants divins. Comprendre que tout ce que l'humanité dépasse, surmonte les travaux d'Hercule, en réalité, on pourrait les voir comme ça, eh bien,
comprendre que c'est leur importance, l'importance de tout ce qu'on dépasse, l'importance des pulsions qu'on a dépassées, l'importance de, de tout ce que l'humanité maîtrise et qu'on peut imaginer comme négatif, mais qui n'est pas le négatif, qui est notre challenger, qui est le challenger de l'humanité pour lui permettre d'atteindre cet état de perfection. Sa connaissance n'a pas encore appris à sourire et à être sans jalousie. Son flot de passion ne s'est pas encore calmé dans la beauté. En vérité, ce n'est pas dans la satiété que son désir doit se taire et sombrer, mais dans la beauté. La grâce fait partie de la générosité de ceux qui ont la pensée élevée. Le bras passé sur la tête, c'est ainsi que le héros devrait se reposer, c'est ainsi qu'il devrait surmonter son repos. Mais c'est pour le héros que la beauté est la chose la plus difficile. Le bras passé sur la tête, c'est presque, on dirait, l'acte au-dessus de la pensée, passer, devenir, sortir de l'esprit. Et donc que ça soit l'acte qui anime. Et ça, c'est l'extatique. Il a le bras au-dessus de la tête en réalité. Son esprit est vide et c'est son action qui prédomine, qui est au-dessus de son... C'est le fait de vivre, c'est l'acte d'être, de vivre en harmonie avec le tout. La beauté est insaisissable pour tout être violent. Un peu plus... La beauté est insaisissable pour tout être violent. Donc c'est l'inverse qu'il réclame. Il ne faut pas être violent, c'est être à l'inverse du violent, ne pas être l'anti-violent. J'essaye de noter un peu toutes les caractéristiques de cet être, de ce surhomme en somme. Un peu moins, c'est peu de choses, et c'est beaucoup. C'est même l'essentiel. Rester les muscles inactifs et la volonté déchargée, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour vous autres, hommes sublimes. Quand la puissance se fait clémente, quand elle descend dans le visible, j'appelle beauté une telle condescendance. Je n'exige la beauté de personne autant que de toi qui es puissant. Que ta bonté soit ta dernière victoire sur toi-même. Je te crois capable de toutes les méchancetés, c'est pourquoi j'exige de toi le bien. En vérité, j'ai souvent... Donc c'est d'être apte, et là c'est marrant parce que c'est vraiment quelque chose qu'on entend, que j'ai entendu du fils d'un homme politique, d'un de nos chefs d'État, qui disait qu'il faut être capable d'être violent pour pouvoir le maîtriser, pour que ça soit bon de pouvoir le maîtriser. Mais être capable d'être violent, bref, je pense que c'est pas ce qu'a voulu dire Nietzsche. La bonté, c'est autre chose que ce que véhicule ce genre de personnage, justement. On rit des débiles qui se croient bons parce que leur patte est infirme. Tu dois imiter la vertu de la colonne. Elle devient toujours plus belle et plus fine à mesure qu'elle s'élève, mais plus résistante intérieurement. Oui, homme sublime, un jour tu seras beau et tu présenteras le miroir à ta propre beauté. Alors ton âme frémira de désirs divins et il y aura de l'adoration dans ta vanité. Car ceci est le secret de l'âme. Quand le héros a abandonné l'âme, c'est alors seulement que s'approche en rêve le super-héros. Ainsi parlait Zarathustra. Du pays de la civilisation.
J'ai volé trop loin dans l'avenir. Un frisson d'horreur m'a assailli. Et lorsque j'ai regardé autour de moi, voici, le temps était mon seul contemporain. Alors je suis retourné, fuyant en arrière, et j'allais toujours plus vite. C'est ainsi que je suis venu auprès de vous, vous, les hommes actuels. Je suis venu dans le pays de la civilisation. Pour la première fois, je vous ai regardé avec l'œil qu'il fallait, et avec de bons désirs. En vérité, je suis venu avec le cœur languissant. Et que m'est-il arrivé? Malgré la peur que j'ai eue, j'ai dû me mettre à rire. Mon œil n'a jamais rien vu d'aussi bariolé. Je ne cessais de rire, tandis que ma jambe tremblait et que mon cœur tremblait lui aussi. Est-ce donc ici le pays de tous les pots de couleur, dis-je? Le visage et les membres peinturlurés de 50 façons, c'est ainsi qu'à mon grand étonnement, je vous voyais assis, vous, les hommes actuels. Les différences qui forment cette humanité, et sa sensibilité n'était pas prête ou préparée pour voir la, la vérité du monde, de la vie ordinaire, tous les degrés, la beauté, la bassesse, etc., etc., la violence, la douceur, et tout ce qui fait que l'humanité est ce qu'elle est. Et quand l'hypersensible est confronté à ça, ses jambes flageolent, son cœur aussi, euh, il est impacté par le monde tel qu'il est. Et avec 50 miroirs autour de vous, 50 miroirs qui flattaient et imitaient votre jeu de couleurs. En vérité, vous ne pouviez porter de meilleur masque que votre propre visage, homme actuel. Qui donc saurait vous reconnaître? Barbouillé des signes du passé que recouvrent de nouveaux signes, ainsi vous vous êtes bien caché de tous les interprètes. Et si l'on savait scruter les entrailles, à qui donc feriez-vous croire que vous avez des entrailles? Vous semblez pétri de couleurs et de bouts de papier collés ensemble. Donc ça serait la superficialité, en fait. Ce qu'il reproche au monde ordinaire, c'est sa superficialité. Il est coloré vu de l'extérieur, il est bigarré, on voit toute cette différence, mais l'intérieur n'est pas construit. Et il manque quelque chose de profond dans Tous les temps et tous les peuples jettent pêle-mêle un regard à travers vos voiles. Toutes les coutumes et toutes les croyances parlent pêle-mêle à travers vos attitudes. Celui qui vous ôterait vos voiles, vos surcharges, vos couleurs et vos attitudes n'aurait plus devant lui que de quoi effrayer les oiseaux. En vérité, je suis moi-même un épouvantail, en fait. Il ne resterait plus grand-chose si on enlevait tout le superflu sur lequel se construit l'humanité pour l'instant, mais c'est une nécessité. C'est comme ça que l'humanité doit se construire. C'est une protection par rapport à la réalité qui serait peut-être insupportable pour une conscience qui n'a pas atteint l'extase. Un oiseau effrayé qui, un jour, vous a vu nu et sans couleur, et je me suis enfui lorsque ce squelette m'a fait des gestes d'amour, car je préférerais être manœuvre dans l'enfer et chez les ombres du passé. Les habitants de l'enfer ont plus de consistance que vous. C'est pour moi l'amertume de mes entrailles de ne pouvoir vous supporter ni nu ni habillé, vous autres hommes actuels.
tout ce qui est inquiétant dans l'avenir et tout ce qui a jamais épouvanté des oiseaux égarés inspire en vérité plus de quiétude et plus de calme que votre réalité. Car c'est ainsi que vous parlez. Nous sommes entièrement faits de réalité, sans croyance et sans superstition. C'est ainsi que vous vous rengorgez, sans même avoir de gorge. Oui, comment pourriez-vous croire, bariolé comme vous l'êtes, vous qui êtes des peintures de tout ce qui a jamais été cru? Vous êtes des réfutations mouvantes de la foi elle-même et la rupture de toutes les pensées. Être éphémère, c'est ainsi que je vous appelle, vous, les hommes de la réalité. Toutes les époques déblatèrent les unes contre les autres dans vos esprits, et les rêves et les bavardages de toutes les époques étaient plus réels encore que votre raison éveillée. Vous êtes stérile, c'est pourquoi vous manquez de foi. Mais celui qui devait créer possédait toujours ses rêves et ses étoiles, et il avait foi en la foi. Vous êtes des portes entr'ouvertes où attendent les fossoyeurs, et cela est votre réalité. Tout vaut la peine de disparaître. Ah, comme vous voilà debout devant moi, homme stérile, squelette vivant. Et il y en a certainement parmi vous qui s'en sont rendus compte eux-mêmes. Ils disaient, un Dieu m'aurait-il enlevé quelque chose pendant que je dormais? En vérité, il y aurait de quoi en faire une femme. La pauvreté de mes côtes est singulière. Ainsi parla déjà maint homme actuel. Oui, vous me faites rire, homme actuel, et surtout quand vous vous étonnez de vous-même. Malheur à moi si je ne pouvais rire de votre étonnement, et s'il me fallait avaler tout ce que vos écuelles contiennent de répugnant. Mais je vous prends à la légère, puisque j'ai des choses lourdes à porter, et que m'importe si des mouches se posent sur mon fardeau. En vérité, mon fardeau n'en sera pas plus lourd. Et ce n'est pas de vous, mes contemporains, que me viendra la grande fatigue. Hélas, où dois-je encore monter avec mon désir? Je regarde du haut de tous les sommets pour m'enquérir de patrie et de terre natale. Mais je n'en ai trouvé nulle part. Je suis errant dans toutes les villes, et à toutes les portes, je suis sur mon départ. Les hommes actuels vers qui tout à l'heure mon cœur était poussé sont maintenant pour moi des étrangers qu'excite mon rire. Je suis chassé des patries et des terres natales. Je n'aime donc plus que le pays de mes enfants, la terre inconnue parmi les mers lointaines. C'est elle que ma voile doit chercher sans cesse. Je veux me racheter auprès de mes enfants d'avoir été le fils de mes pères. Je veux racheter de tout l'avenir ce présent. Ainsi parlait Zarathustra. Je pense qu'il y a quelque chose, on va finir là, je pense que faudra savoir ce que c'est que ces hommes actuels dont il parle. Mais il compare avec les hommes de la tragédie, les hommes antiques, etc. Et là, il y a quand même une critique. Alors, ce qui est curieux, c'est que même dans ces débordements, en fait, on voit bien qu'il a quelque chose à reprocher aux hommes qu'il croise, qui vivent au temps où il vit lui-même, à la société telle qu'elle est construite en 1880 et quelques, par rapport à la société des Grecs, où voilà, peut-être qu'il appréciait en tant que philologue. Mais
il comprend pas pourquoi cette humanité, elle est devenue ce qu'elle est devenue et quel est que- pour quelle raison cette société s'est superficialisée, s'est adoucie, a changé de physionomie, a changé de valeur, a changé de profondeur et remonté en surface, en couleur. La couleur, elle est là, mais le fond n'est pas, semble ne pas être construit. Il y a une raison à tout ça, et c'est ce que Nietzsche, peut-être, à mon sens, ne parvient pas encore à atteindre, mais parce que l'époque n'est pas encore à cela. Il est dans une époque de combat, donc contre le monde tel qu'il est. Aujourd'hui, il y a encore des philosophes qui sont comme ça et qui n'acceptent pas le réel tel qu'il est, qu'ils n'en comprennent pas le sens par rapport, parce qu'ils n'ont pas la vision de la finalité. Mais Nietzsche l'avait, la vision de la finalité. C'était le surhomme vers lequel il allait. Mais il me semble, pour moi, il manque de tolérance par rapport au monde tel qu'il est, tel qu'il était à cette époque. Comme aujourd'hui, on pourrait dire, on peut critiquer, mais totalement, le monde tel qu'il est aujourd'hui, les hommes actuels de 2000 et quelques. Mais il me semble qu'il est important de comprendre, d'aller au-delà de ça. Voilà. Merci de votre écoute et à très bientôt.